Mes parents m'ont mise à la porte alors que j'étais enceinte, et 6 ans plus tard, ils ont exigé de devenir grands-parents, mais en prison, personne n'entendra leurs exigences. J'ai grandi dans une maison où tout tournait autour des règles. Mes parents contrôlaient tout. Mon père était plus strict que ma mère, mais tous deux veillaient à ce que je fasse toujours ce qu'ils voulaient. J'étais toujours la fille silencieuse en classe, je parlais à peine et préférais rester seule. La seule règle que j'ai enfreinte, c'était de lire des livres que mes parents jugeaient inappropriés, des romans tout à fait normaux que tout le monde lisait. C'était littéralement la seule fois où j'ai osé me rebeller, jusqu'à mes 19 ans. J'ai rencontré Nathan à 18 ans, lors de mon premier semestre à l'université. Il était en 2e année, en école de commerce. Nous avons commencé à sortir ensemble après nous être rencontrés à un événement sur le campus. Mes parents n'aimaient pas que je fréquente quelqu'un, mais ils ont accepté à contre-cœur tant que je gardais de bonnes notes et que je respectais leurs autres règles. Nathan et moi sommes vite devenus sérieux. Il était la première personne à vraiment m'écouter. 6 mois après le début de notre relation, mes règles ne sont pas venues. Même si nous nous protégions la plupart du temps, il y avait eu quelques écarts. Quand le test de grossesse s'est révélé positif, j'étais terrifié. Avoir un bébé à 19 ans ne faisait pas partie de mes plans, surtout en vivant encore chez mes parents et totalement dépendante d'eux pour l'université et tout le reste. J'en ai parlé d'abord à Nathan. Nous nous sommes retrouvés dans un café près du campus, et je lui ai tendu le test enveloppé dans une serviette en papier. Après l'avoir regardé un moment, il m'a demandé ce que je voulais faire. Honnêtement, je n'en savais rien. J'ai pensé à interrompre la grossesse, car je savais comment mes parents réagiraient, mais je n'arrivais pas à le dire à voix haute. Nathan m'a dit qu'il me soutiendrait quelle que soit ma décision. Puis il a fait quelque chose d'inattendu, il a pris ma main et m'a demandé de l'épouser. Ce n'était pas une demande romantique, mais je savais qu'il était sincère. Annoncer la nouvelle à mes parents a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. J'ai attendu le dîner du dimanche, quand mon frère aîné, Eric, était aussi présent. Je pensais qu'avec plus de monde, il réagirait moins violemment. Non, cette tactique n'a pas marché. Quand j'ai annoncé que j'étais enceinte, tout le monde à table m'a fusillé du regard. J'ai vite ajouté que Nathan m'avait demandé en mariage et que nous comptions garder le bébé. Alors, mon père s'est levé et m'a donné un ultimatum, soit je répare mon erreur, soit je ne serai plus la bienvenue dans sa maison. Ma mère a approuvé. Je leur ai dit que je ne pouvais pas interrompre la grossesse, c'était impossible pour moi. Mon père a répondu que j'avais jusqu'au lendemain matin pour changer d'avis, sinon je devais faire mes valises et partir. Cette nuit-là, j'ai appelé Nathan en pleurant. Il m'a dit que lui et ses parents viendraient me chercher le lendemain. J'ai empaqueté tout ce que je pouvais dans 2 valises et un sac à dos. Le matin, en descendant, mes parents et Eric étaient à table pour le petit déjeuner. Personne ne m'a parlé ni regardé. J'ai dit que j'allais avoir le bébé et que Nathan venait me chercher. Mon père s'est contenté de pointer la porte du doigt. Nathan et ses parents sont arrivés 1 heure plus tard. Pendant que je chargeais mes affaires dans leur voiture, j'ai regardé la maison en espérant que quelqu'un sorte pour me dire au revoir, ou au moins me jeter un regard. Personne n'est venu. La porte est restée fermée. Les premiers mois ont été incroyablement durs. J'ai dû quitter la fac, car gérer les cours, les nausées et le traumatisme émotionnel du rejet de ma famille étaient trop lourds. Les parents de Nathan nous ont laissé vivre chez eux jusqu'à ce que nous puissions nous en sortir. Ils ont transformé leur bureau en chambre pour nous et nous ont aidés à préparer l'arrivée du bébé. Nathan a continué ses études tout en travaillant à temps partiel, et j'ai trouvé un emploi flexible pendant ma grossesse. La mère de Nathan, Diane, m'a emmené acheter des vêtements de maternité et m'accompagnait à mes rendez-vous médicaux quand Nathan ne le pouvait pas. Son père, Robert, a construit un berceau et restauré une vieille chaise berçante qu'il avait trouvée dans un vide-grenier. J'étais très reconnaissante de leur soutien, mais chaque fois que Diane m'aidait, je ne pouvais m'empêcher de penser que ça aurait dû être ma propre mère à sa place. Les sœurs de ma mère, mes tantes Jenny et Kate, m'ont contacté quand elles ont appris ce qui s'était passé. Elles désapprouvaient la décision de mes parents mais n'avaient pas réussi à les faire changer d'avis. Elles m'ont envoyé des vêtements pour bébé et m'ont soutenu émotionnellement par des appels et des visites occasionnelles. Certains de mes cousins sont aussi restés en contact, m'écrivant régulièrement sur les réseaux sociaux pour prendre de mes nouvelles. Malgré tout ce soutien, l'absence de mes parents restait une blessure constante. Je leur ai envoyé une carte de Noël avec une photo de moi et de mon ventre arrondi. Aucune réponse. J'ai posté une invitation à notre petite cérémonie de mariage, quand j'étais enceinte de 6 mois. L'invitation est revenue avec la mention « Retour à l'expéditeur ». J'ai envoyé un faire-part de naissance quand Lily est née. Rien. Nathan et moi nous sommes mariés à la mairie, avec ses parents comme témoins, quand j'étais enceinte de 6 mois. Ce n'était pas le mariage de mes rêves d'enfant, mais c'était parfait à sa façon. À ce moment-là, Nathan avait trouvé un meilleur emploi dans l'entreprise de construction de son oncle, avec de bons avantages et un salaire stable. Lily est née alors que j'avais encore 19 ans. Quand on l'a posée sur ma poitrine pour la première fois, j'ai pleuré pour de nombreuses raisons, la joie de rencontrer ma fille, le soulagement d'avoir accouché, et la profonde tristesse de savoir que mes parents avaient choisi de rater ce moment. Après la naissance de Lily, Nathan et moi avons emménagé dans un petit appartement de 2 chambres. Ce n'était pas luxueux, mais c'était notre premier vrai chez nous.
Nathan a continué à travailler et à étudier à temps partiel. Avec l'aide de Diane pour garder Lily, j'ai pu retourner à la fac à temps partiel moi aussi. Pendant les 3 premières années de Lily, j'ai cessé de tenter quoi que ce soit avec mes parents. S'ils ne voulaient pas faire partie de notre vie, je n'allais pas les y forcer. Nathan a obtenu son diplôme de commerce quand Lily avait 4 ans. Il a été promu, et nous avons pu acheter une petite maison dans un quartier avec de bonnes écoles. J'ai terminé mon diplôme d'enseignante l'année suivante et j'ai trouvé un poste dans une école primaire près de chez nous. La vie est devenue bien meilleure. Lily est devenue une enfant brillante et curieuse, qui aimait les livres autant que moi. Elle adorait les parents de Nathan, qui la comblaient d'amour et d'attention. Nous passions les fêtes avec la famille de Nathan, et mes tantes et cousins venaient nous voir quand ils le pouvaient. Nous étions heureux, jusqu'à la semaine dernière. Je suis maintenant enceinte de 4 mois de notre 2e enfant. Nous ne l'avions pas encore annoncé à beaucoup de gens, mais je l'ai mentionné à ma cousine pendant un appel. Apparemment, elle l'a dit à sa mère, qui l'a répété à ma mère, car samedi dernier, pendant que Nathan tondait la pelouse et que Lily jouait dans le jardin, mes parents sont apparus devant ma porte. Je les ai à peine reconnus au début. Mon père avait maigri et avait beaucoup plus de cheveux gris. Ma mère paraissait aussi plus âgée, avec des rides autour des yeux qu'elle n'avait pas avant. Ma mère tenait un sac à dos. Je n'arrivais pas à parler. Après 6 ans de silence complet, ils étaient soudainement là, devant chez moi. Nathan a dû les voir depuis le jardin, car il est vite rentré, les vêtements tachés d'herbe, et s'est tenu à mes côtés. Ma mère s'est mise à pleurer, et mon père a demandé s'il pouvait entrer. Je tremblais tellement que Nathan a dû me guider jusqu'au canapé. Ils se sont assis en face de nous, et c'est mon père qui a parlé le plus. Il a dit qu'ils avaient fait une terrible erreur. Ils avaient eu peur quand j'étais tombée enceinte, peur que je ruine ma vie. Ils pensaient que Nathan me quitterait et que je finirais mère célibataire, sans études ni moyens de subvenir à mes besoins. Ma mère a acquiescé, ajoutant qu'ils pensaient qu'être strict me forcerait à prendre la bonne décision. Ils ont dit qu'ils avaient compris leur erreur depuis des années, mais que leur fierté les avait empêchés de revenir vers moi. Apprendre ma seconde grossesse leur avait fait réaliser qu'ils ne pouvaient plus rester éloignés. Ma mère m'a tendu le sac à dos. À l'intérieur, il y avait une couverture tricotée à la main et un ours en peluche. Elle a dit qu'elle tricotait des couvertures depuis des années, en imaginant les offrir à des petits-enfants qu'elle n'avait jamais rencontrés. Elle a demandé si elle et mon père pouvaient rencontrer Lily et faire à nouveau partie de nos vies. Je n'ai pas pu répondre. 6 années de douleur et d'abandon ne disparaissent pas avec une simple excuse. Et maintenant, ils voulaient revenir comme si de rien n'était. Nathan leur a dit que nous avions besoin de temps pour réfléchir. À contre-cœur, ils ont laissé leur numéro de téléphone et leur nouvelle adresse. Ils avaient déménagé dans une maison plus petite, de l'autre côté de la ville, et ont dit qu'ils attendraient mon appel. Avant de partir, ma mère m'a demandé si elle pouvait me serrer dans ses bras. Je l'ai laissé faire, mais je n'ai rien ressenti lorsqu'elle m'a enlacé. C'était une étrangère. Après leur départ, Nathan m'a tenu pendant que je pleurais. Lily, confuse, a demandé qui étaient ces gens. Nous lui avons dit que c'étaient de vieux amis, car nous n'étions pas encore prêts à lui dire la vérité. J'ai passé la dernière semaine dans un brouillard. Nathan dit qu'il me soutiendra quelle que soit ma décision, mais il admet qu'il est en colère contre eux pour la façon dont ils m'ont traité. Ses parents craignent que les laisser revenir ne m'apporte que plus de souffrance. Mes tantes pensent que je devrais leur pardonner et leur donner une seconde chance. Je ne sais pas quoi faire. Ai-je tort d'hésiter? Devrais-je leur pardonner et les laisser revenir dans nos vies, ou devrais-je protéger ma famille de ceux qui m'ont déjà abandonné une fois? Mise à jour 1. Après beaucoup de réflexions et de longues conversations avec Nathan, j'ai décidé de revoir mes parents, mais avec des limites claires. Je les ai appelés, et nous avons convenu de nous rencontrer dans un café près de chez nous. J'ai expressément demandé qu'ils ne viennent pas avec des cadeaux et précisé que ce serait simplement une discussion entre adultes. Nathan a proposé de venir avec moi, mais j'ai senti que je devais le faire seul. Mes parents sont arrivés avant moi. Ils avaient choisi une table dans un coin tranquille, à l'écart des autres. Ma mère s'est levée pour m'embrasser quand je suis arrivé, mais je lui ai fait signe de rester assise. Je ne voulais pas que des gestes d'affection brouillent mon jugement. Les 15 premières minutes ont été gênantes. Ils ont posé des questions sur Lily, sur ma grossesse, sur mon travail. J'ai répondu brièvement, sans entrer dans les détails. Puis je leur ai dit ce que j'avais décidé, s'ils voulaient faire partie de nos vies, il fallait d'abord qu'on rétablisse une relation entre adultes. Pas de rencontre avec Lily pour le moment, pas d'invitation à la fête pour le bébé, pas de rôle de grand-parent tant que je ne saurais pas si je peux leur faire confiance à nouveau. C'est là que j'ai vu sur le visage de mon père cette expression que je connaissais trop bien, le regard des approbateurs avec lequel j'ai grandi. Il a dit qu'il s'était déjà excusé et que cela devait suffire. Qu'ils étaient les grands-parents de Lily et qu'ils avaient le droit de la voir. Ma mère a attrapé ma main, disant qu'ils avaient déjà manqué trop d'années de la vie de Lily. J'ai retiré ma main et leur ai rappelé que c'était eux qui avaient choisi de manquer ces années-là. Qu'ils avaient perdu leur droit de grands-parents le jour où ils m'avaient mise à la porte. J'ai proposé de commencer par des dîners mensuels, juste entre adultes, et de voir comment cela se passerait. Mon père s'est levé si brusquement que la chaise a raclé le sol. Plusieurs personnes se sont retournées. Il a dit qu'il n'allait pas supplier pour voir sa propre petite-fille.
Ma mère a essayé de le calmer, mais il était déjà trop énervé. Je suis resté calme et n'ai pas changé d'avis, alors ils sont partis. Ma mère s'est retournée une fois, les larmes aux yeux, puis a suivi mon père dehors. Leur réaction m'a tout révélé, ils n'avaient pas changé. Ils s'attendaient toujours à une obéissance immédiate, et toute autre réponse était inacceptable. En rentrant, Nathan m'attendait, inquiet. Lily était chez ses grands-parents ce jour-là, donc nous avons pu parler tranquillement. Je pensais que ce serait la fin de l'histoire, mais 3 jours plus tard, mon frère Eric s'est présenté à notre porte. Eric et moi ne nous étions pas parlé depuis le jour où j'avais quitté la maison de mes parents. Il avait toujours été le préféré, obéissant sans jamais poser de questions, adoptant leurs opinions, et, par conséquent, leur décision de me rejeter. Nathan était au travail et Lily à l'école. Eric est entré avant que je ne puisse l'en empêcher. Il s'est assis sur le canapé sans y être invité et a observé notre maison avec un air de mépris évident, même si nous avions travaillé dur pour en faire un endroit agréable selon nos moyens. Eric a dit qu'il était venu pour me remettre les idées en place. Que nos parents étaient dévastés après la rencontre au café et que je devais arrêter de poser des limites. Il a qualifié leur comportement une seule erreur, il y a des années, puis m'a rappelé tout ce qu'ils avaient fait pour moi quand j'étais enfant, la maison, les vêtements, l'éducation, oubliant commodément qu'ils m'avaient tout retiré. Quand j'ai souligné qu'ils m'avaient abandonné alors que j'étais à peine adulte et enceinte, il a eu le culot de dire que c'était moi qui les avais abandonnés en tombant enceinte et en choisissant ce type plutôt que ma famille. Je lui ai répondu que, ce type, avait un nom, c'est mon mari et le père de ma fille. Eric a dit que Nathan m'avait piégé, et que nos parents voulaient seulement me sauver d'une vie gâchée. C'est là que j'ai compris qu'Eric partageait non seulement leurs opinions, mais les avait probablement influencés. Il n'avait jamais aimé Nathan, même avant la grossesse. Les rares fois où ils s'étaient rencontrés, il avait été poli mais froid. Je me suis alors demandé combien il avait pesé dans la réaction de mes parents. Je lui ai demandé de partir. Il a refusé, disant qu'il ne bougerait pas tant que je n'aurais pas accepté d'emmener Lily voir nos parents ce week-end. Quand j'ai refusé de nouveau, il m'a attrapé le poignet et m'a traité d'enfant. Sa poigne était si forte que ça m'a fait mal. Je me suis dégagé et lui ai dit que s'il ne partait pas immédiatement, j'appellerais la police. Après un moment tendu, il est parti, claquant la porte si fort qu'un cadre est tombé du mur. J'ai appelé Nathan tout de suite. Il voulait quitter le travail et rentrer, mais je l'ai assuré que j'allais bien. J'ai aussi appelé sa mère, qui est venue rester avec moi jusqu'à ce que Nathan rentre et apporte le dîner. Ce soir-là, après avoir couché Lily, Nathan et moi avons eu une longue discussion. Nous avons décidé d'être proactifs au lieu de simplement réagir. J'ai envoyé un message à mes parents, précisant qu'après le comportement d'Eric, toute réconciliation était désormais impossible. Ma mère a répondu presque immédiatement, défendant Eric, disant qu'il voulait bien faire. Elle a insisté encore pour une rencontre avec Lily, affirmant que cela arrangerait tout le monde. J'ai répondu que j'allais déposer une plainte contre Eric et que ce serait ma façon d'arranger les choses pour tout le monde. Je savais que la police ne ferait probablement pas grand-chose, mais au moins, cela permettrait de consigner son comportement. Le lendemain, des fleurs sont arrivées sur mon lieu de travail avec une carte de mes parents s'excusant du comportement d'Eric. La carte contenait aussi un mot disant qu'ils avaient acheté des billets pour le spectacle scolaire de Lily le mois prochain, une information qu'ils avaient sans doute obtenue par ma cousine ou une de mes tantes. J'ai renvoyé les fleurs au fleuriste avec un mot refusant la livraison. Après le travail, je suis allé directement déposer la plainte contre Eric. Le soir même, j'ai appelé ma tante Kate pour lui dire combien j'étais déçu qu'elle ait partagé des informations sur Lily avec mes parents. Elle a reconnu être restée en contact régulier avec eux au fil des années et a dit qu'elle pensait bien faire en leur parlant du spectacle. Je lui ai dit que je voulais qu'elle respecte mes décisions concernant l'implication de mes parents dans nos vies. Elle a promis de le faire, mais je ne suis pas totalement convaincu de sa sincérité. Peut-être que je devrais couper encore plus de liens, au moins jusqu'à ce que tout cela se calme. Mise à jour 2. J'espérais que ma dernière mise à jour serait la fin de cette histoire, mais apparemment, mes parents et mon frère confondent non avec oui. Le mois dernier a été une succession de tentatives de plus en plus agressives pour s'imposer dans nos vies. Une semaine après la visite non désirée d'Eric, des colis ont commencé à arriver pour Lily, des poupées, des livres, du matériel d'art, tous adressés à elle, accompagnés de cartes signées « Mamie et Papy ». J'ai tout donné à une œuvre de charité. Puis il y a eu des emails avec de vieilles photos de famille en pièces jointes, des textos remplis d'histoires du type « Tu te souviens quand ?» et des messages vocaux dégoulinants de culpabilité et de manipulation émotionnelle. J'ai dû bloquer tous les numéros qu'ils utilisaient. La goutte d'eau est tombée il y a 2 semaines. J'allais chercher Lily à l'école quand j'ai aperçu ma mère sur le parking, observant depuis sa voiture. J'ai immédiatement signalé l'incident au bureau de l'école, et ils m'ont assuré qu'ils ne remettraient Lily qu'à Nathan ou moi. Je ne me suis pas approché, j'ai simplement installé Lily dans la voiture et nous sommes partis. Le soir même, j'ai appelé mes parents et je leur ai dit clairement que leur comportement frôlait le harcèlement. Mon père a balayé mes inquiétudes, disant qu'il voulait juste voir leur petite fille. J'ai fini par aller à la police pour signaler la situation. Cette fois, ils ont envoyé quelqu'un à l'école pour vérifier,
et un témoin a effectivement confirmé avoir vu ma mère sur le parking. Le week-end dernier, c'était la pièce de théâtre de l'école de Lily. Vous vous souvenez que j'avais mentionné qu'ils avaient réussi à se procurer des billets? Nathan et moi sommes arrivés tôt pour parler avec l'enseignante de Lily et le directeur. Nous leur avons expliqué la situation et demandé qu'ils ne soient pas autorisés à entrer. L'école a été très compréhensive et a désigné un membre du personnel pour surveiller l'entrée. Mes parents sont arrivés, comme prévu. Lorsqu'on leur a poliment refusé l'accès, ils ont fait un scandale. Mon père a exigé d'entrer, affirmant qu'il avait des billets. Le directeur a dû menacer d'appeler la sécurité avant qu'ils ne finissent par partir. Heureusement, Lily était en coulisses et n'a rien vu, mais d'autres parents ont assisté à la scène. J'étais mortifié. Le lendemain, Eric s'est présenté au travail de Nathan. Ses collègues, qui connaissaient la situation, l'ont prévenu avant qu'Eric ne le trouve. Nathan est allé à sa rencontre dans le hall, où Eric lui a remis une enveloppe. À l'intérieur, il y avait un chèque d'un montant important, soi-disant un cadeau pour les études de Lily. Il y avait aussi une note disant que nos parents mettraient fin à leur campagne pour voir Lily si nous acceptions de participer à des séances de thérapie familiale avec eux. Nathan a déchiré le chèque et la note devant Eric, puis lui a ordonné de partir. Le soir même, nous avons reçu un message de groupe de ma mère adressé à toute la famille élargie, tantes, oncles, cousins, et même les parents de Nathan. Le message contenait une longue version déformée et dramatique des événements, nous dépeignant Nathan et moi comme cruels pour empêcher Lily de voir ses grands-parents aimants. Elle affirmait que nous refusions à Lily son héritage et ses liens familiaux à cause d'un malentendu d'il y a des années. Le message se terminait par un appel aux membres de la famille pour nous ramener à la raison. La plupart n'ont pas répondu. Ma tante Jenny m'a appelé en privé pour s'excuser du comportement de ma mère. Elle m'a dit qu'elle avait essayé de dissuader mes parents de leur tactique de plus en plus désespérée, mais qu'ils n'écoutaient pas. Les parents de Nathan ont immédiatement bloqué les numéros de mes parents et réaffirmé leur soutien inconditionnel. 2 jours plus tard, alors que je faisais des courses, j'ai croisé la meilleure amie de ma mère, venue de son église. Elle m'a abordé avec compassion, disant qu'elle avait entendu parler de mes problèmes de santé mentale. J'étais déconcerté jusqu'à ce qu'elle m'explique que ma mère avait raconté au groupe de prière que je souffrais de dépression postpartum et d'anxiété liée à la grossesse, ce qui me rendait paranoïaque et me poussait à rejeter ma famille. Le soir même, Nathan et moi avons consulté un avocat. Il nous a dit que, même si le comportement de mes parents était inquiétant, il n'atteignait pas encore le seuil légal pour une ordonnance restrictive. Cependant, il nous a aidés à rédiger une lettre de mise en demeure formalisant notre demande de non-contact. Nous l'avons envoyée par courrier recommandé pour être sûr qu'ils la reçoivent. La lettre précisait clairement que tout nouveau contact avec nous, avec Lily, avec le lieu de travail de Nathan ou avec l'école de Lily entraînerait une action en justice. Nous avons également exigé qu'ils cessent de parler de nous à la famille ou à leurs connaissances. Nous avons eu 3 jours bénis de silence. Puis hier, nous avons reçu une réponse de l'avocat qu'ils ont engagé. La lettre affirmait que, bien qu'ils respectent nos souhaits pour le moment, ils envisageaient d'explorer leurs droits légaux en tant que grands-parents et estimaient avoir des motifs pour demander un droit de visite imposé par le tribunal, sur la base d'une relation établie avec Lily avant la rupture. C'était un mensonge total. Ils n'ont jamais rencontré Lily, pas une seule fois en 6 ans. Nathan a immédiatement appelé notre avocat, qui nous a rassurés, dans notre état, les affaires de droit des grands-parents sont très difficiles à gagner. Il nous a conseillé de rassembler des preuves de leur absence dans la vie de Lily, courrier de naissance retourné, absence de réponse aux photos et mise à jour au fil des ans, et tout autre document montrant qu'ils avaient choisi de ne pas s'impliquer jusqu'à maintenant. Nous avons passé l'après-midi à parcourir des emails, des albums photos et des publications, créant une chronologie de la vie de Lily et de leur absence totale. L'avocat est confiant, nous n'avons rien à craindre légalement. Mais le poids émotionnel est énorme. J'en suis à 5 mois de grossesse, et mon médecin s'inquiète de ma tension artérielle. Nathan est inquiet aussi et a suggéré que nous envisagions de déménager dans un autre quartier, voire une autre ville, pour éviter toute rencontre fortuite. Pour l'instant, nous documentons tout et nous concentrons sur le maintien d'une vie quotidienne aussi normale que possible pour Lily. Elle sent bien que quelque chose ne va pas, sans vraiment comprendre. Elle nous a demandé pourquoi nous étions partis si vite de sa pièce de théâtre et pourquoi papa semble fâché quand il est au téléphone. Nous lui avons expliqué certaines choses, adaptées à son âge. Les parents de Nathan ont été formidables durant toute cette période, prenant Lily chez eux pour des soirées pyjama quand nous avons des réunions avec l'avocat, et lui offrant un sentiment de stabilité. Cette situation m'a rendu encore plus reconnaissante pour leur soutien constant au fil des années. Mise à jour 3. Ceci sera ma dernière mise à jour sur cette histoire. Beaucoup de choses se sont passées au cours des 3 derniers mois, et je vous écris depuis notre nouvelle maison, dans une autre ville, à 200 km de là où nous vivions auparavant. Après ma dernière mise à jour, tout s'est encore aggravé. Malgré la mise en demeure et la réponse de notre avocat à leurs menaces légales, mes parents ont poursuivi leur campagne pour s'imposer dans nos vies. Ils ont semblé prendre notre réaction juridique comme un défi, non comme un avertissement. Quand l'enseignante de Lily m'a appelé au travail, alarmée parce que quelqu'un prétendant être sa grand-mère avait tenté de la récupérer à la sortie de l'école, les choses ont vraiment dégénéré.
Ma mère avait montré au personnel de vieux clichés de moi enfant, affirmant que cela prouvait son lien familial. Heureusement, l'école a respecté le protocole et m'a appelé immédiatement. Confrontée, ma mère a encore fait une scène et l'école a dû appeler la sécurité. Le soir même, Eric s'est de nouveau présenté à notre maison. Cette fois, Nathan était là. Il est sorti pour lui parler, se plaçant entre nous. Eric s'est mis à crier à propos de la lettre légale. Quand Nathan lui a demandé de partir, Eric a donné un coup de poing. Nathan s'est défendu, et la situation a rapidement dégénéré en bagarre physique. Lily est sortie de sa chambre parce qu'elle avait entendu qu'il se passait quelque chose. Je lui ai dit de rester dans sa chambre pendant que j'appelais le 911. Quand la police est arrivée, Nathan avait réussi à mettre Eric dehors, mais tous deux avaient des blessures légères. Nous avons déposé un rapport de police et obtenu enfin une ordonnance restrictive d'urgence contre Eric. L'officier sur place nous a conseillé de demander aussi des ordonnances contre mes parents. Je lui ai expliqué que c'était précisément ce que nous essayions de faire depuis un moment, mais que, même si notre avocat avait déposé la demande, elle n'avait pas encore été accordée. Finalement, l'avocat avait raison, mais nous avons obtenu une ordonnance temporaire contre Eric pour agression, ainsi qu'une autre contre mes parents par association. Pendant cette période, l'entreprise de Nathan lui a proposé une mutation dans leur bureau d'une ville située à 2 heures de route. Nous n'avions jamais envisagé de déménager aussi loin, mais après tout ce qui s'était passé, cela nous a soudain semblé être notre meilleure option. Les ordonnances restrictives nous protégeraient à court terme, mais rester dans la même ville aurait continué à avoir des conséquences. Nous avons donc décidé de déménager rapidement et discrètement. Nathan a accepté la mutation, nous avons trouvé une maison en location dans la nouvelle ville et mis la nôtre en location. Nous n'en avons parlé qu'aux parents de Nathan. En 3 semaines, nous avons emballé l'essentiel et sommes partis. Les parents de Nathan nous ont aidés à organiser le déménagement et à garder le secret. Ma tante Jenny, en qui j'ai une totale confiance, a accepté de gérer la location de notre ancienne maison par l'intermédiaire de l'agence immobilière de son mari. Nous n'avons communiqué notre nouvelle adresse qu'à elle, à la poste et aux services essentiels. Nous avons inscrit Lily dans une nouvelle école, et j'ai trouvé un nouveau gynécologue-obstétricien pour la suite de ma grossesse. Le déménagement a été difficile au début pour Lily, mais elle s'est déjà fait de nouveaux amis dans le quartier et aime beaucoup sa nouvelle école. 2 semaines après le déménagement, l'audience pour les ordonnances restrictives permanentes a eu lieu. Nous avons dû retourner dans notre ancienne ville, laissant Lily chez les parents de Nathan. Les ordonnances interdisent tout contact, par quelque moyen que ce soit, et toute approche à moins de 150 mètres de l'un d'entre nous pendant 1 an, renouvelable si nécessaire. Depuis le déménagement et la mise en place des ordonnances, nous n'avons plus eu aucun contact avec mes parents ni avec Eric. Notre nouvelle maison est plus petite que l'ancienne, mais nous sommes en sécurité, et c'est tout ce qui compte. Le trajet de Nathan est plus court, et j'ai trouvé un poste d'enseignante à temps partiel dans une école voisine, que je commencerai après mon congé maternité. Notre fils, oui, c'est un garçon, doit naître dans 6 semaines et, malgré le chaos du déménagement, cette grossesse a été beaucoup plus paisible. Les parents de Nathan viennent régulièrement, un week-end sur 2. Ils nous ont aidés à préparer la chambre du bébé et à s'occuper de Lily. Ma tante Jenny et 2 de mes cousines sont aussi venues, apportant des cadeaux de pendaison de crémaillère et de la bonne énergie dans notre nouveau foyer. J'aurais voulu que cela n'en arrive pas là, mais il a été incroyablement difficile d'obtenir une ordonnance restrictive contre ma propre famille. Et même là, nous n'étions pas sûrs quelles étaient des conséquences pour mes parents, alors déménager a été la meilleure décision. Cela nous donne plusieurs niveaux de protection tant qu'ils ne découvrent pas où nous vivons. Ils ne savent même pas que nous habitons à quelques heures de route, et nous espérons que cela restera ainsi. Mise à jour 4. Mes parents ont fait quelque chose de fou, vraiment fou, et ont été arrêtés. Et mon frère a voulu arranger les choses et a fini par les rejoindre. Oui, ce résumé capture bien les derniers mois avec mon père, mais commençons par le début, avec l'étincelle qui a déclenché cette bombe. Ma tante Jenny était la seule en qui j'avais confiance, celle qui n'avait rien dit à mes parents et à qui nous permettions de venir nous rendre visite parce qu'elle connaissait notre nouvelle adresse. Elle avait prévu de venir un samedi après-midi et nous avait envoyé sa position pour que nous sachions quand elle approchait. Quand nous avons vu sur mon téléphone qu'elle était à quelques rues, nous sommes sortis l'attendre avec Lily, puisqu'il faisait beau. Ce que nous ignorions, c'est qu'elle avait été suivie par mes parents. Et pas seulement ça, apparemment, mes parents ou Eric la suivaient depuis des semaines, car leur voiture apparaissait sur des caméras de sécurité les jours précédents. À partir de là, tout est parti en vrille. Nous étions en train d'accueillir ma tante quand mes parents se sont garés dans la rue et sont sortis de leur voiture. C'est là que la panique a commencé. Je suis rentré à l'intérieur avec Lily pendant que mes parents criaient son prénom et que j'appelais le 911. Pendant ce temps, ma tante et Nathan les ont affrontés et leur ont ordonné de partir. Mon père était furieux et a exigé que Nathan et Jenny s'écartent, mais sa sœur lui a dit de s'en aller avant que la police n'arrive. Mon père a poussé ma tante, et elle s'est cognée la tête contre une marche menant à la porte d'entrée. Nathan a dû frapper mon père pour l'arrêter. Ensuite, pendant que Nathan vérifiait si Jenny allait bien, ma mère essayait de réconforter mon père, étendu sur la pelouse. La police est finalement arrivée et a dû appeler 2 ambulances, une pour ma tante et une pour mon père. Mais Nathan s'est assuré que Jenny soit soignée en premier,
car elle était plus sérieusement blessée et avait clairement besoin de soins urgents. Nathan a dû aller faire une déclaration au commissariat, tout comme ma mère, pour clarifier ce qui s'était passé. Il a été relâché après quelques heures, une fois qu'il a été établi que mes parents avaient violé l'ordonnance restrictive et agressé Jenny. Je suis allé à l'hôpital avec ma tante pour rester auprès d'elle, jusqu'à ce que les parents de Nathan arrivent et ramènent Lily à la maison, car je ne pouvais pas la laisser seule et l'hôpital n'était pas un endroit pour elle. Heureusement, Jenny a été autorisée à sortir le lendemain, elle avait été gardée en observation par précaution. Mon père a également été soigné, mais une fois sorti, la police l'a arrêté pour agression et violation d'ordonnances restrictives. Puis sont venus les procès. Mon père a été reconnu coupable et condamné à 3 ans de prison pour agression. Il a également perdu son emploi. Ma mère a écopé d'1 an de probation pour complicité et pour avoir enfreint l'ordonnance. Lors de la fouille de leur voiture, la police a trouvé un club de golf dans le coffre. À ce jour, on ignore s'il s'agissait d'une coïncidence ou s'ils avaient l'intention de s'en servir, mais personne ne transporte un seul club de golf dans sa voiture par hasard. Quelques semaines après l'arrestation de mes parents, mon frère a décidé lui aussi de venir nous voir. À ce moment-là, tout le monde savait où nous vivions. La police nous avait dit que nous pouvions nous défendre si quelqu'un se présentait de nouveau. Alors quand il est venu nous intimider pour que nous retirions les charges, Nathan l'a frappé fort. Nous avons aussi appelé la police. Cette fois, il a suffi d'expliquer la situation sur place pour qu'il l'embarque. Il faut préciser que sa tentative de nous faire retirer les charges avait commencé par des jets de pierre sur nos fenêtres. Résultat, il a lui aussi écopé d'1 an de prison, rejoignant ainsi mon père. Quant à Jenny, elle va bien. Ce n'était pas agréable de se cogner la tête, mais il n'y a pas eu de séquelles graves. Eric, lui, est désormais poursuivi, par nous, car avant de perdre son emploi, il avait un bon revenu et peut payer les vitres brisées, ainsi que les dommages et intérêts pour le stress et les risques causés par son comportement. Pour l'instant, ces procès prendront du temps, mais je compte donner des nouvelles quand il y aura du nouveau. Mise à jour 5. J'ai enfin les résultats des procès, et, je suppose, la conclusion de mon histoire. Mon père et mon frère sont toujours en prison, et nous doutons qu'ils osent refaire une bêtise à leur sortie. Le procès contre Eric s'est terminé en notre faveur, et le juge a ordonné la saisie de ces fonds pour couvrir le coût des vitres cassées et des dommages et intérêts, un total de plus de 22 000 $. En revanche, l'affaire de ma tante Jenny a été la plus difficile. Bien que cela n'ait pas été considéré comme une tentative de meurtre au civil, le tribunal pénal a reconnu la gravité du geste de mon père, la préméditation du fait d'avoir emporté un club de golf et la violence disproportionnée dès le départ ont justifié une compensation beaucoup plus élevée. Ils ont dû vendre leur maison pour payer les 150 000 $ que le juge a accordés à Jenny. Après cela, ma mère a quitté la ville, elle a déménagé encore plus loin de là où nous vivions, pour se rapprocher d'Eric et de mon père. Ils ne sont pas dans la même prison, mais elle vit près de celle de mon père et relativement proche de celle de mon frère. Quant à Eric, il ne lui reste que quelques semaines avant la fin de sa peine. Tout cela a été éprouvant, mais je suis soulagé que ce soit enfin terminé. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais nous espérons sincèrement que c'est la fin. Nous n'avons pas l'intention de déménager à nouveau, car cela ne semble pas avoir aidé, au contraire, cela n'a fait qu'empirer les choses. Et avec la situation sanitaire actuelle, ce serait le pire moment pour bouger. Si mes parents ont tiré la moindre leçon de tout cela, ce sera ma dernière mise à jour. Et sinon, vous entendrez encore parler de moi.